Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une facette d'Albert Camus qu'on connaît peut-être un peu moins. Oubliez un instant les grands romans, le théâtre. On va parler de ses écrits de journaliste, de ses chroniques algériennes, un travail qui couvre presque 20 ans de conflits dans son pays natal. En fait, ce recueil d'articles, c'est bien plus que du journalisme. C'est une plongée dans le regard personnel et souvent très douloureux de Camus sur la crise qui a déchiré sa terre. C'est vraiment le témoignage d'un homme qui a vu la catastrophe arriver et qui a tout tenté pour l'éviter. En vain. Pour rentrer dans le vif du sujet, rien de mieux que cette phrase. Elle date de 1958, de son avant-propos, et franchement, elle résume tout. Elle nous montre à quel point sa position était intenable, coincée au milieu. C'est vraiment ça, le cœur de son drame. On est donc en 1958. La guerre d'Algérie est à son paroxysme, et Camus, lui, est littéralement déchiré. Il est pris en étau entre son identité française et ses racines algériennes, et il se sent incapable de choisir un camp, alors que tout autour, c'est une spirale de violence complètement aveugle. Mais attention, cette angoisse de 1958, elle ne sort pas de nulle part. Pour vraiment la saisir, il faut faire un bond en arrière. Il faut retourner là où tout a commencé, là où Camus, déjà, tirait la sonnette d'alarme. On remonte donc le temps, jusqu'en 1939, puis 1945. À l'époque, Camus est un jeune journaliste, et ses reportages sont d'une lucidité implacable. Il ne se contente pas de décrire ce qu'il voit, non. Il met le doigt là où ça fait mal. Il expose l'injustice profonde, la souffrance qui ronge la société coloniale de l'intérieur. Cette chronologie, elle est fondamentale. Elle nous montre que les textes de Camus, ce ne sont pas juste des réactions à chaud. C'est une suite d'alertes lancées encore et encore, sur presque 20 ans. En fait, c'est l'histoire d'un échec annoncé. Ce chiffre, il est brutal, 50%. En 1939, Camus écrit noir sur blanc que la moitié de la population de Kabylie survit en mangeant des herbes et des racines. On ne parle pas d'une crise passagère là, on parle d'une situation permanente, structurelle. Et le pire, c'est que même ceux qui bossent s'en sortent pas. Des journées de 10-12 heures pour un salaire de misère entre 6 et 10 francs. Camus ne mâche pas ses mots, il parle carrément d'un régime d'esclavage. Et derrière les chiffres, il y a ça. Il y a cette image insoutenable que Camus nous livre. Des enfants qui se battent avec des chiens pour les restes d'une poubelle. Voilà le coût humain de cette misère et surtout de l'indifférence générale. On aurait pu croire qu'après la guerre, les choses allaient s'améliorer. Eh bien non, c'est même tout le contraire. Les problèmes que Camus avait dénoncés des années plus tôt, loin de se régler, n'ont fait que s'aggraver. Ce tableau, il est terrible. Il montre l'injustice institutionnelle pendant la famine de 1945. Non seulement la ration officielle pour la population arabe est plus faible, mais dans les faits, ils ne reçoivent que la moitié de cette ration déjà ridicule. C'est la double peine, la faim et en plus l'humiliation de l'inégalité. Mais Camus n'est pas juste quelqu'un qui dénonce. Ce qui est fascinant, c'est qu'il a aussi proposé des solutions. Très tôt, il a dessiné une autre voie possible pour sortir de la crise. Une voie qui, malheureusement, a été complètement ignorée. Son plan était très pragmatique. Il s'attaquait vraiment aux racines du problème. D'abord, une réforme politique, pour donner plus d'autonomie. Ensuite, un volet économique, pour créer du travail. Et enfin, une réforme agricole, pour lutter contre la faim et l'exploitation. C'était un plan complet. Et c'est là toute la tragédie. Ces idées, qui auraient pu vraiment changer le cours de l'histoire, n'ont jamais été appliquées. L'inaction, le silence des pouvoirs publics, tout ça a laissé la porte grande ouverte à l'escalade de la violence. Et nous revoilà en 1958. L'échec des réformes a mené à un cycle de violence où plus personne ne raisonne. Camus parle d'une casuistique du sang. C'est une formule terrible, une sorte de logique tordue où chaque camp justifie ses propres horreurs par les horreurs de l'autre. Et là, on touche au point crucial. Camus se retrouve complètement seul. Il refuse de choisir son camp dans ce dialogue de sourds. Il renvoie dos à dos ceux qui justifient la torture au nom de la France et ceux qui justifient les attentats aveugles au nom de la Révolution. Pour lui, les deux sont inexcusables. Cette phrase, elle est célèbre et souvent mal interprétée. En fait, elle révèle son dilemme le plus intime. Ce n'est pas qu'il choisit un camp, c'est qu'il refuse de sacrifier des vies innocentes, celles de sa propre famille, sur l'autel de grands principes abstraits. C'est un cri du cœur. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui de cette position si compliquée ? Eh bien, peut-être un héritage de la nuance, un rappel qu'il faut se méfier des certitudes et des solutions simplistes, surtout quand tout le monde crie. Au fond, voilà la vision de Camus. Il refuse cette idée qu'il doit y avoir un gagnant et un perdant. Pour lui, le seul avenir viable, c'est un avenir commun, un avenir fondé sur la justice et le respect pour tout le monde. Une idée qui, à l'époque, était quasiment inaudible.
Au final, le combat de Camus pose une question qui est toujours d'une actualité brûlante. Quand tout le monde se radicalise, est-ce que le fait de rester modéré, de chercher la nuance, est un acte de courage ou est-ce que c'est se condamner à être impuissant? C'est sur cette question que l'on va se quitter.